Alors, Genève, tu peux y aller. Oui, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre rencontre d'information virtuelle avec AWS, Amazon Web Services et le Collège CDI. Alors, bienvenue. Vous êtes ici parce que vous avez un intérêt marqué pour la technologie. Le secteur de la cybersécurité est présentement en effervescence, donc on a une belle rencontre d'information pour vous aujourd'hui. L'ordre du jour, alors, je vais déplacer ici. Vue d'ensemble du Collège CDI, on a un présentateur invité de AWS qui va être avec nous aujourd'hui. Aperçu du programme. Pourquoi retourner aux études maintenant? Le Collège CDI, qui sommes-nous? Nous sommes le plus grand établissement d'enseignement supérieur privé au Québec. Plus de 50 ans d'existence, une vingtaine de campus d'un océan à l'autre, dont 5 au Québec. Laval, Longueuil, Montréal, Pointe-Claire et Saint-Léonard. Et on offre un éventail de programmes menant à l'AEC et au DEP, donc l'attestation d'études collégiales ou encore le diplôme d'études professionnelles. Donc ici, on va parler de cybersécurité. Donc, ça va faire partie de l'AEC, donc l'attestation d'études collégiales. Qu'est-ce que la cybersécurité? Globalement, en fait, la cybersécurité englobe les processus et les contrôles mis en place dans le but de protéger les systèmes, les infrastructures, les données contre les cyberattaques. Ces dernières étant de plus en plus fréquentes, il est nécessaire de prévaloir tous les moyens pour se protéger. La cybersécurité au Québec, en fait, c'est récent. Nous avons le ministère de la cybersécurité et numérique a vu le jour le 1er janvier 2022. Donc, c'est quand même un ministère qui est récent ici au Québec. Parmi ses mandats, parce qu'il en propose quand même plusieurs, il propose des mesures en vue d'accroître l'efficacité de la lutte contre les cyberattaques et les cybermenaces au Québec. Selon l'organisme Montréal International, le secteur de la cybersécurité en pleine effervescence dans le Grand Montréal. Donc, vous allez voir ici, nous avons une concentration de chefs de file en cybersécurité à Montréal. Nous avons plusieurs entreprises partenaires avec le Collège GCDI, dont CGI. En fait, vous voyez ici, c'est la compilation de Montréal International. Encore d'autres entreprises qui développent leur expertise interne en cybersécurité à Montréal. Et bien sûr, euh, Amazon Web Services, donc AWS, Vincent Rioux. Donc, je vous présente à l'instant. Bienvenue, Monsieur Rioux. Je vous laisse le contrôle de la présentation pour la suite. Merci d'être avec nous. Parfait. Bonjour tout le monde. Mon nom est Vincent Rioux. Je suis architecte de solutions senior chez AWS pour le secteur de l'éducation. Ça me fait plaisir d'être là ici aujourd'hui avec vous. J'aimerais d'ailleurs prendre quelques instants avant de commencer pour bien savoir qui vous êtes. Et pour ça, j'ai une question à vous poser. Alors, je vous invite à ouvrir votre navigateur dans un autre onglet, ne perdez pas l'onglet actuel, et ouvrez le site qu'on a à l'écran, le www.menti.com, et entrez le code qu'on a aussi à l'écran, le 36 77 76 19. Moi, je vais changer d'écran ici, mais vous allez voir, le code va demeurer visible au haut de l'écran. Donc, donnez-moi un instant, je fais le changement ici. Alors, j'ai une seule question à vous poser ce matin. J'aimerais savoir quelle est votre auto-évaluation de vos connaissances en cybersécurité, en info nuagique ou encore en cloud, puis au sujet d'AWS en particulier. Vous avez les instructions en haut de l'écran, là. Allez sur menti.com, puis utilisez le code 3677 7619 pour répondre à la question.
Puis vous allez voir à l'écran, vous allez avoir en bon français, trois sliders ou trois éléments que vous pouvez déplacer, là. Donc, vers la droite, c'est que vous avez plus de connaissances, selon vous, dans la technologie ou en fait l'élément mentionné. Vous avez une échelle de 0 à 10. Donc, quelle est votre auto-évaluation, encore une fois, en cybersécurité, en info nuagique, puis avec AWS? Ça va vous donner une idée un peu de qui on a dans la salle virtuelle aujourd'hui. On va laisser quelques instants. Je pense qu'on a quoi? On a à peu près une quarantaine de participants connectés. J'en vois actuellement 5 là, qui ont répondu au petit sondage. Vous n'êtes pas obligé, évidemment. C'est vraiment juste pour apprendre à vous connaître. Ça va me permettre d'ajuster le reste de la présentation. Donc, je vois que certaines personnes qui ont des connaissances en cybersécurité, ça semble être assez centré, si on veut, là, quelque chose comme un 5 sur 10, un 4 ou un 5 sur 10. Donc, intéressant. Ça veut dire que vous avez déjà peut-être des connaissances ou expérimenté avec la cybersécurité, puis vous considérez maintenant approfondir tout ça avec un programme de formation. Je pense que c'est une bonne idée, puis je vais souligner ça là, au courant de la présentation. Info nuagique un peu moins, AWS un peu moins aussi. Ben, ça tombe bien. Moi, je suis, comme je le disais, un architecte de solutions senior chez AWS. Je vais pouvoir vous en parler un peu plus. Voilà. Donc, écoutez, gardez l'onglet ouvert dans votre navigateur, là. Encore une fois, menti.com avec le code qui est ici. Gardez l'onglet ouvert. Vous pouvez y répondre, peut-être changer votre réponse aussi dans le futur pendant la présentation. Puis on va revenir là-dessus là, dans quelques instants. En attendant, pardon, moi, je vais revenir un peu à la présentation ici, puis j'ai justement quelques mots à vous dire concernant l'info nuagique et AWS en particulier. Ça va vous donner un peu de contexte. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'info nuagique, euh, ça fait déjà longtemps, là, les grands fournisseurs de cloud public tels que AWS, ben, c'était comme un mystère pour moi. Je me demandais pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser les ordinateurs de quelqu'un d'autre, voyons? Ça fait aucun sens. Puis, pourquoi on devrait considérer Amazon comme un fournisseur cloud hein, dans toutes les compagnies? Eh bien, j'ai vite découvert que le cloud AWS, c'est vraiment une transformation complète des solutions informatiques. En fait, AWS offre un éventail de services TI qu'on peut utiliser quand on veut, qu'on peut intégrer ensemble, un peu comme des blocs Lego, pour réaliser toutes sortes d'architectures informatiques. On peut déployer des services rapidement en réduisant ou même parfois en éliminant complètement tout le travail de bras, là, le travail difficile, complexe là, qu'on a l'habitude de faire avant même de pouvoir tester une idée qu'on a en informatique. Le cloud vous permet d'aller plus vite, évidemment, plus rapidement, puis aussi, peut-être surtout, en minimisant la dette technologique. Donc, tous les éléments là, qui vont occuper vos neurones. Ah oui, mais il ne faut pas que j'oublie ci, il ne faut pas que j'oublie ça. Donc, ça va venir vous aider, vous épauler en éliminant ou en réduisant, en fait, les tâches à faible valeur ajoutée. Autrement dit, c'est un peu comme recevoir à Noël là, tout un ensemble d'outils modernes et bien entretenus. Puis je vous dis que quand on est habitué de devoir tout faire nous-mêmes, c'est vraiment un vent de fraîcheur. Et ça fait du bien aux neurones. Ça nous permet de mieux dormir la nuit. Mais là, ça vient d'où le cloud? Eh bien, Amazon, le détaillant qu'on connaît tout le monde, là, peut-être que vous venez juste d'acheter des choses là, au Vendredi fou, là, ben, on a inventé le concept de cloud public en 2006, après s'être rendu compte que les besoins en TI qu'on avait n'étaient pas uniques au monde, évidemment. En fait, AWS est né d'une directive de Jeff Bezos qui disait que tous les services internes devaient être offerts sous la forme d'API. On appelle ça le mandat API. Le mandat a fait en sorte que tous les besoins en TI d'Amazon se sont développés et ont été offerts, encore une fois, sous forme d'API qu'on peut consommer à la demande, sans contrat ou investissement préalable. En fait, regardez, je vais vous lire quelques directives du mandat, je les trouve particulièrement intéressants. La directive numéro 1, on dit toutes les équipes exposeront dorénavant leurs données et fonctionnalités via des interfaces de services, des API. La deuxième directive dans le mandat, on dit toutes les équipes doivent communiquer entre elles par le biais de ces interfaces. Intéressant, on oblige les équipes à communiquer par des API. La troisième directive du mandat, c'est aucune autre forme de communication interprocessus ne sera autorisée. OK. Fait qu'on doit passer par les services. Ensuite, on dit aussi toutes les interfaces de services, sans exception, doivent être conçues dès le départ pour être offertes à tous, être externalisables. Ça veut dire pouvoir en faire des services éventuels offerts pas seulement à Amazon, mais à d'autres organisations. Donc, c'est là un peu le cœur de du mandat.
La sixième et la septième directive dans le mandat, la sixième, c'est toute personne qui ne respecte pas ça sera licenciée. Bon, c'est assez clair. Puis la septième, c'est merci et passez une belle journée. Alors, Jeff était assez clair avec ça. En fait, ce qu'il voulait faire, en fait, c'est obliger les équipes à créer, dans le fond, un catalogue d'API, un portfolio d'API pour pouvoir offrir les services TI, non seulement à Amazon, mais éventuellement à d'autres organisations. Aujourd'hui, c'est fréquemment utilisé, les approches basées par les API, mais dans le temps, c'était quand même assez euh, innovateur. Mais évidemment, vous pouvez vous demander aussi, ben, pourquoi est-ce qu'on est partout sur la planète? Bien évidemment, Amazon, le détaillant, a des centres de distribution un peu partout sur la planète pour livrer les colis qu'on reçoit à la maison. Alors, peut-être que vous vous imaginez bien qu'on a aussi développé nos services informatiques, les services AWS, un peu partout. On a à l'écran une représentation du réseau de régions AWS. Il y a 32 régions sur la planète. Et de nos jours, AWS, c'est le cloud le plus avancé, le plus largement utilisé et aussi le plus répandu mondialement. Notre réseau mondial, d'ailleurs, est entièrement privé. On ne dépend pas d'autres de tierces parties et ça en fait une des dorsales Internet là, les plus importantes au monde. C'est certain que vous l'utilisez au quotidien, là, même sans le savoir, dans l'usage tant personnel que professionnel que vous faites d'Internet. Évidemment, les investissements qu'on fait sont colossaux en infrastructure et ça a des impacts positifs sur l'économie, notamment ici même au Canada. Par exemple, voici quelques chiffres qu'on a tirés d'analyses d'impact qu'on a fait réaliser par des tierces parties. Vous pouvez voir que nos investissements qui sont locaux là, ont des impacts qui sont importants au Canada. Et même, en fait, mes collègues québécois et moi, là, on en est un peu des exemples, là, on en fait la preuve. D'ailleurs, dans les chiffres qu'on voit à l'écran, il y en a un qui vaut vraiment la peine de souligner. Amazon aura un effet positif sur le produit intérieur brut du Canada de près de 39 milliards de dollars d'ici 2037. Quand même pas rien. Voilà un peu pour l'infrastructure. Maintenant, voici quelques autres raisons qui font en sorte que nos clients nous choisissent. On a un principe de leadership chez Amazon, être centré sur le client. Moi, je me souviens quand j'ai fait le processus d'embauche, je lisais au sujet des principes de leadership d'Amazon, puis je me suis vraiment retrouvé dans celui-là. En fait, on veut dire que chez Amazon, on travaille à rebours à partir des besoins des clients. C'est-à-dire qu'on saisit chaque occasion qu'on a d'écouter, d'apprendre quels sont les défis, de poser des questions, puis de discuter avec les clients pour ensuite proposer des idées de solutions. Cette approche est derrière la majorité de nos innovations. C'est celle qui justifie tous les efforts qu'on déploie, tant au niveau de la portée que de la sécurité et de l'efficacité énergétique, pour en nommer seulement quelques-uns. En même temps, on laisse aussi notre historique parler pour nous. Depuis 2006, on a réduit nos prix plus de 134 fois. Puis on a aussi développé des façons de faire qui nous permettent d'afficher un très haut niveau de service. Bref, nos clients nous apprécient, en fait, au niveau de nos services, mais peut-être plus encore au niveau de notre approche. C'est ce qui fait aussi que notre plateforme cloud est la plus avancée, tant du côté de l'étendue de nos plus de 200 services que du côté de la profondeur de ces services-là en termes de fonctionnalité. Vous voyez à l'écran les grandes catégories de services AWS ainsi que les fonctionnalités pour chacune. C'est beaucoup de choix. Dans bien des cas, il y a deux, trois ou même plus encore de façons de faire pour répondre aux mêmes besoins. Pourquoi? Eh bien, parce que la réalité de nos clients n'est pas toujours la même que celle d'une autre organisation, par exemple. Certains pourraient préférer d'opérer leurs applications d'une certaine manière, alors que d'autres ont peut-être des besoins plus simplifiés, plus simples, qui correspondent à leurs compétences ou leurs connaissances actuelles. Ce qui est important, dans le fond, c'est qu'on voit qu'au fil des années, AWS affiche une croissance en services et fonctionnalités qui est exponentielle. Donc, notre plateforme se réinvente continuellement selon ce qu'on entend, selon ce qu'on a comme discussion avec nos clients. Ce qui apporte des nouvelles opportunités constamment d'améliorer, de simplifier, de sécuriser davantage et de moderniser les charges de travail informatiques. Comme je le disais tantôt, AWS, c'est comme un ensemble de Lego. Pardon. Mon garçon, quand il joue avec ça, il construit toutes sortes de véhicules, des bâtiments et parfois des objets assez surprenants. Puis il n'utilise pas les plans. Il fouille dans le tas de Lego, là, il découvre ce qui peut être fait, comment il peut construire ce qu'il veut faire. Mais surtout, pourquoi ça fonctionne? Ben, c'est parce qu'il y a une sorte de standard, hein. Les Legos peuvent être utilisés entre eux.
C'est rare qu'un Lego ne fitte pas avec un autre Lego. C'est pareil avec AWS. Nos services sont faciles à découvrir. Vous pouvez les utiliser ensemble grâce, entre autres, à leurs API standardisés. En plus, nos Legos sont vraiment évolués. Moi, quand j'étais jeune, à part les petits trous, peut-être, là, tout était un carré, un rectangle, parfois un rectangle, un triangle, pardon, quand on parlait de Lego. Maintenant, on a des Legos avec des moteurs, des lumières, des lampes, des microprocesseurs, toutes sortes de Legos avec des logiques avancées. Alors, c'est un peu ça, l'infologique avec AWS. Puis, en fait, c'est une phrase que j'aime bien répéter. Avec AWS, ben, vous avez le choix. Les clients ont le choix. Bon, j'espère que votre auto-évaluation sur le cloud et AWS, si on la refaisait, là, elle serait peut-être remontée d'un demi ou d'un niveau. Maintenant, vous êtes ici pour entendre parler de cybersécurité, pas tant que ça d'info nuagique. Mais peut-être que vous considérez faire carrière en cybersécurité ou encore que vous souhaitez ajouter cette corde à votre arc pour d'autres responsabilités. Personnellement, je vous dirais que peu importe le travail que vous faites, la cybersécurité en tant que connaissance, c'est un atout majeur. Moi, j'ai commencé ma carrière en tant que programmeur de site web. Ça fait longtemps. Dans mon temps, hein, comme dirait ma grand-mère, dans mon temps, on faisait des sites web en ouvrant Notepad, là, on ouvrait le bloc-notes, puis on se mettait à écrire du code HTML à la main, là, à la bonne vieille mitaine. Puis quand on était vraiment motivé, on utilisait le JavaScript avec un support plus ou moins standardisé dans les navigateurs dans ce temps-là, là, pour ajouter un peu de dynamisme dans nos pages web. C'était le Far West. La sécurité dépendait entièrement des connaissances et de l'expérience de la personne qui programme, en l'occurrence moi. Fait que c'était peut-être un peu variable dépendant du site web. De nos jours, heureusement, il y a des outils qui nous aident beaucoup. Mais comme notre officier en fait notre officier en chef de la technologie, notre CTO, le docteur Werner Vogels, nous répète souvent, la sécurité, c'est la responsabilité de tous. En fait, la cybersécurité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut saupoudrer par-dessus une architecture ou par-dessus un processus ou une solution. C'est un concept qui doit être partie intégrale de toute réflexion ou de tout développement. Il y a toutes sortes de couches à prendre en considération quand on pense à la cybersécurité, que ce soit au niveau physique, au niveau humain, au niveau du matériel, des serveurs, au niveau logique, avec les logiciels, les antivirus, les données, etc. Quand on combine la cybersécurité avec le cloud, on obtient un mix intéressant, mais quand même complexe. Puisque le cloud, comme je vous l'ai présenté plus tôt, ça permet d'éviter de devoir tout faire à partir de zéro. C'est pareil pour la sécurité. Quand on y pense, actuellement, toutes les tâches et responsabilités de sécurité sont sur les épaules des équipes TI. Avec AWS, ces équipes peuvent alléger le fardeau d'un certain nombre de couches, ce qui leur permet de se concentrer sur les responsabilités qui demeurent sur leurs épaules. C'est ce qu'on appelle, nous, le modèle de responsabilité partagée. AWS est responsable de la sécurité du cloud, c'est-à-dire de l'infrastructure globale que je vous ai mentionné tout à l'heure, la sécurité des services qu'on vous offre, par exemple, ou qu'on offre aux organisations, le calcul, le stockage, les bases de données. Et les clients, eux, de leur côté, sont responsables de la sécurité dans le cloud. Donc, tout ce qui est placé à l'intérieur de l'info nuagique, les données, la gestion des identités des accès, les utilisateurs, la configuration des pare-feux, des éléments de réseautique, par exemple. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on se concentre sur les éléments qu'on a en bleu ici à l'écran, bien, les équipes peuvent améliorer leur posture de sécurité sans pour autant augmenter les ressources qui y sont dédiées, parce qu'elles peuvent s'affranchir, dans le fond, de tout ce qui est en orange ici. Puis en plus, ce qui est intéressant avec l'info nuagique, c'est que l'automatisation, avec l'infrastructure en tant que code, vous permet d'augmenter encore plus l'observabilité en amont avant même de déployer quoi que ce soit. Donc, vous pouvez analyser, observer, puis vérifier ce que vous allez déployer avant de le faire. C'est en contraste avec le monde physique, lorsque si quelqu'un se trompe en débranchant le mauvais fil réseau, par exemple, ben, on va s'en rendre compte une fois que le fil est débranché. Alors qu'en infrastructure en tant que code, on peut voir ça auparavant. Avec AWS, puisque tout est une question d'appel d'API, on peut observer tout ce qui va être réalisé dans le futur. Donc, on peut attraper ces erreurs-là et ça fait partie du panorama de cybersécurité. Mais comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de travail à faire. C'est là qu'un programme de cybersécurité comme celui du Collège CDI prend tout son sens.
Vous devez comprendre les tenants et aboutissants pour bien vous occuper des tâches et responsabilités en cybersécurité qui demeurent sur vos épaules, même en effet nuagique. Une des manières qu'on utilise chez AWS pour assurer une meilleure prise en charge de la cybersécurité, c'est les mécanismes. Évidemment, vous pouvez l'imaginer, chez Amazon, comme dans beaucoup d'organisations, on a des tonnes de processus. Puis il y a des processus qui sont manuels, où il y a beaucoup d'équipes, de nombreuses équipes qui doivent se coordonner avec du travail à faire à la main, peut-être du travail à faible valeur ajoutée dans certains cas, des rencontres interminables, des approbations à plusieurs niveaux, de la bureaucratie qui alourdit pas mal tout, en fait, sans parler des risques d'erreur humaine. Quelle est la solution? Ben, est-ce qu'il y en a vraiment une? Eh bien, la culture amazonienne nous démontre que oui. Il s'agit de mettre en place des mécanismes. En gros, l'idée, c'est de prendre un processus complet et de l'automatiser du début à la fin. Ça veut dire que chaque étape et chaque action est alors une séquence logique qui peut être littéralement automatisée par des logiciels experts. Pour réaliser ces mécanismes, vous devez créer un outil ou en utiliser un que vous avez déjà peut-être, encourager l'utilisation de l'outil, inspecter le résultat et améliorer votre outil et itérer tout simplement sur ce processus. En mettant les mécanismes en place, nous augmentons la vélocité des décisions et nous atteignons plus rapidement les objectifs organisationnels d'une manière plus sécuritaire. Au niveau cybersécurité, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne parle pas de sécurité informatique dans un vase clos. La sécurité, c'est aussi du code, du développement, des intégrations, des processus, des façons de faire, etc. Il faut prendre le recul nécessaire pour bien saisir notre posture existante et construire une stratégie pour l'améliorer, cette posture-là, d'une manière qui est mesurable et pérenne. C'est là que les mécanismes entrent en jeu, puisqu'ils permettent de confirmer l'atteinte des objectifs qu'on va se donner. Au fil des années, AWS a créé tout un ensemble de services qui permettent de mécaniser justement les objectifs et processus de cybersécurité. Je ne vais pas répéter encore la même chose, mais vous pouvez vous imaginer qu'une bonne stratégie de cybersécurité va intégrer plusieurs solutions dans ces mécanismes. Pour vous, c'est important de bien comprendre que le cycle de vie de gestion des menaces et des incidents existe et qu'il y a des mécanismes et des services qui vous permettent de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour couvrir chacune de ces étapes-là. Par exemple, il faut penser à gérer les accès aux systèmes et aux données, à mettre en place la segmentation au niveau réseau, à établir des processus de gestion d'incidents ou encore de détection de menaces, à permettre l'investigation suite à un événement ou à un incident de sécurité, puis aussi notamment à protéger par des sauvegardes, des plans de reprise après sinistre, des protections contre les rançongiciels, les fameux ransomware, toutes les données de l'organisation. En bref, il faut développer vos compétences en cybersécurité et en info nuagique conjointement. Hein. C'est vraiment essentiel pour assurer la valeur et la pérennité des organisations de nos jours. Voilà, maintenant, je vous encourage à consulter notre portail sur la sécurité informatique ainsi que notre blog sur la sécurité. On dit toujours, la sécurité est la première priorité chez Amazon. Alors, vous verrez sur ces pages que nous avons beaucoup à dire à ce sujet. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Maintenant, j'ai une question quand même, partez pas trop loin, j'ai une question quiz pour vous. Revenez dans votre navigateur, je vais remettre ça à l'écran d'ailleurs. Revenez dans votre navigateur, vous allez voir, je vais vous poser une question. Retournez sur le site menti.com, puis vous avez le code aussi à l'écran, 3677-7619. Je veux voir si vous avez écouté, en fait, la présentation que je viens juste de réaliser. Alors, vous avez 15 secondes pour répondre à cette question. Le docteur Vogels a dit, regardez votre appareil, vous allez voir des réponses possibles. Est-ce qu'il a dit I think security is everyone's job today? Ou est-ce qu'il a dit I think security is today's priority? Ou plutôt I think security is job zero? Ou encore, est-ce que le docteur Vogels a dit What is security? Je pense que ce n'est pas la dernière réponse. Ah ah! Bon, mais pour la personne qui s'est trompée, c'est quand même une bonne réponse. I think security is today's priority. Today and forever, I would say. Donc, pour toujours. Mais oui, vous avez bien raison. Les quatre personnes ici, il a effectivement dit I think security is everyone's job today. Et c'est très important, encore une fois, la sécurité et la responsabilité de tous. Eh bien, bravo. Merci de votre écoute. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit dans l'outil ou dans le clavardage, comme vous voulez. Et voilà, Genève, je pense que peut-être aussi, est-ce que vous agissez comme une modératrice pour les questions?
Ben, merci Vincent, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Par contre, moi, j'en ai une question pour vous. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre travail chez AWS. Puis, comme vous mentionnez, s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez les poser. Il s'agit tout simplement de lever la main ou vous pouvez les inscrire dans le clavardage, dans le chat. Et puis, je vais faire le relais à Vincent. Mais moi, j'aimerais savoir, Vincent, qu'est-ce qui vous passionne le plus là, dans votre travail chez AWS? Oui. Ben, en fait, mon travail n'est pas spécifiquement centré sur la cybersécurité, mais je crois qu'il y a beaucoup de parallèles à faire. Je me qualifie moi-même comme une personne très introvertie, là. J'ai parfois même des crises d'anxiété, là, surtout avant de faire une présentation, un peu comme celle que je viens de faire aujourd'hui. Par contre, il y a quelque chose de paradoxal. J'aime beaucoup transmettre des connaissances ou bien transmettre la passion à d'autres personnes, d'autres équipes dans les organisations. Puis, j'ai connu plusieurs spécialistes en cybersécurité au fil du temps et je trouve qu'il y en a beaucoup qui me ressemblaient à ce sujet-là. Hein. Les spécialistes en cybersécurité, c'est souvent aussi des personnes qui sont réservées, mais qui, quand le moment vient, en fait, là, c'est vraiment des superstars quand c'est le temps de présenter ou présenter des analyses ou présenter des concepts de sécurité pour communiquer l'information puis sensibiliser les gens à la cybersécurité. C'est très important et je trouve que ces gens-là sont généralement très bien placés pour le faire. Puis moi, ce que je pense, c'est que les spécialistes en cybersécurité, dans le fond, ils détiennent ou développent au travers le temps une passion pour la communication avec les autres équipes. Parce qu'on sait très bien, la sécurité, comme je disais, c'est l'affaire de tous. Et c'est un des éléments les plus importants dans les responsabilités d'un spécialiste en cybersécurité. Puis, ben, autrefois, je dirais aussi, les équipes en sécurité étaient peut-être un peu plus en silo, puis c'était vu comme un mal nécessaire. Des fois, ils n'étaient peut-être pas tant aimés dans les organisations. Mais là, de nos jours, avec les méthodes de travail collaboratives, à peu près tout le monde découvre que l'un des meilleurs coéquipiers qu'on peut avoir, ben, c'est l'analyste en cybersécurité. Alors ça aussi, c'est aussi quelque chose qui aide beaucoup là, à être passionné dans son travail quand on sent que finalement, on apporte beaucoup à l'équipe. Alors c'est un peu ça, je dirais. Parfait, merci. On a quand même une quarantaine de personnes, mais je pense qu'ils sont un petit peu gênés. Ça fait que j'ai une autre question pour vous. J'imagine que toutes les personnes qui sont avec nous sont intéressées par la cybersécurité. D'après vous, ce serait quoi les compétences essentielles pour des gens qui veulent travailler dans ce domaine-là? Qu'est-ce qu'il faut posséder comme compétences avant de se Ouais. lancer dans ce domaine-là? Oui. Ben, je trouve que la porte est trop grande ouverte pour que je passe pas dedans, là. Évidemment, il faut connaître l'info nuagique. Alors, ça, c'est une compétence importante. Évidemment, pas juste en cybersécurité. Je pense qu'on est en 2023, à peu près toutes les organisations s'intéressent ou sont déjà en partie ou peut-être même en totalité en train d'utiliser l'info nuagique. Donc, c'est très important d'avoir ces compétences-là. Heureusement, je sais que dans votre programme, vous avez aussi, vous touchez aussi à ces notions-là. Donc, je pense que c'est une bonne préparation justement à la réalité dans le marché. Euh, mais en même temps, en toute transparence, si je regarde ce que je vois autour de moi, c'est une compétence quand même qui manque beaucoup, même de nos jours. C'est une compétence clé, l'info nuagique. Puis dans les équipes de cybersécurité, j'entends souvent la question, oui, mais qu'est-ce que l'info nuagique va changer pour nous? C'est sûr que c'est peut-être plus pour les gens qui sont déjà sur le marché du travail, qui devraient peut-être passer au travers de votre programme pour se rafraîchir la mémoire. Mais si vous avez l'opportunité d'apprendre les deux en même temps, vous allez certainement devenir des atouts majeurs pour les organisations. Sinon, dans les compétences essentielles, ben, je l'ai mentionné déjà, le côté plus soft, le côté plus humain, la communication. Tu sais. Même si on ne se sent pas nécessairement comme une personne extravertie, un orateur hors pair, c'est pas grave, ça se développe, mais c'est une compétence quand même qui est extrêmement importante en cybersécurité. Hein. On a beau faire de la cybersécurité, si on fait juste du code, si on fait juste développer, ce ne sera pas suffisant. Il va falloir communiquer, sensibiliser, informer les gens qui ne sont pas tous nécessairement des gens technologiques, qui sont ferrés en technologie en général. Donc, il va falloir parler avec les autres, communiquer, savoir faire des présentations engageantes, intéressantes. Donc, ça, c'est une compétence clé qu'il faut développer ou avoir pour réussir dans ce secteur. Parfait. Il y a un autre participant qui nous demande de définir c'est quoi l'info nuagique? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver, l'info nuagique? Oui, bien sûr. Ben, l'info nuagique, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, c'est la possibilité de consommer des services informatiques à la demande, au besoin, selon ce que vous avez besoin maintenant, sans investissement préalable, sans prendre le temps de faire on le dit des fois en anglais, le heavy lifting, là, le travail de bras pour mettre en place des éléments qui n'ont pas de valeur ajoutée. Si je le mets d'une manière concrète pour les gens TI, si vous avez besoin de mettre en place une base de données,
pour déployer un site WordPress, par exemple. Eh bien, dans le monde traditionnel, ça vous prend une machine, peut-être une machine physique ou encore une machine virtuelle, sur laquelle vous allez installer un logiciel de base de données, peut-être MySQL ou autre. Et là, vous êtes l'administrateur de la base de données. Vous devez en faire les sauvegardes, etc. Alors, chez AWS, un de nos nombreux services, c'est les bases de données gérées. Donc, vous pouvez en quelques clics demander à AWS de vous présenter une base de données qui va être automatiquement maintenue par la suite. Que ce soit pour sa capacité, sa performance ou encore les sauvegardes. On va même vous permettre d'automatiser cet aspect-là. Donc, ça vous enlève de sur vos épaules tout ce travail-là qui est préalable et qui n'est pas nécessairement directement relié dans ce cas-ci à mettre en place votre site WordPress. Donc, vous voulez avoir votre site plus rapidement avec AWS, on vous le permet. C'est un peu ça, l'info nuagique. Parfait. Il y a René qui veut poser une question, mais avant de passer à René, juste pour poursuivre sur l'info nuagique, il y a Hicham qui veut savoir, il y a plusieurs fournisseurs info nuagique, est-ce qu'ils ont tous la même logique? Ben, je ne peux pas parler pour les autres, évidemment. C'est sûr qu'au fil du temps, maintenant, on voit qu'il y a des fournisseurs infonuagiques qui sont dits publics, dont Amazon Web Services fait partie. Et il y en a d'autres qui sont plus privés, que moi, personnellement, je n'ose pas vraiment appeler des fournisseurs infonuagiques, puisque c'est plus comme si on veut, de la colocation de serveurs dans des endroits distincts de l'organisation cliente. Donc, les fournisseurs, qu'on va dire cloud public, ce sont des fournisseurs qui vont offrir des services comme nous ou similaires ou nôtres, où est-ce qu'on a des services gérés à divers niveaux d'abstraction qui peuvent être utilisés, comme je le mentionnais, un peu comme des blocs Lego conjointement pour créer des solutions selon les besoins. Euh, voilà. Parfait, merci. René, vous aviez une question à poser à M. Rio? Oui, vous m'entendez? Oui, Oui, absolument. Ok. Salut à vous et à tous les Bonjour, René. participants. Oui, moi, à la base, je suis un comptable banquier et financier et je veux changer de secteur d'activité. Et mon objectif, c'est être consultant en cybersécurité. Tout à l'heure, on a parlé des prérequis de certaines compétences, mais je suppose qu'il y a certaines matières ou disciplines certaines disciplines qui nécessitent, certaines disciplines dans lesquelles il faut avoir certaines notions au préalable, je suppose. Si oui, ce sont lesquelles, en dehors du thème technique que vous avez évoqué tout à l'heure. Et aussi, la deuxième question, c'est euh, que peut être le parcours de quelqu'un qui veut être un consultant en cybersécurité? Ça peut être quoi la trajectoire pour vous qui avez de l'expérience dans le domaine? Oui, ben, effectivement. La cybersécurité, c'est un terme large, non seulement en nombre de lettres, mais aussi en ce qu'on peut réaliser. Alors, si vous voulez vous lancer dans le domaine de la consultation, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de faire ça. Vous pourriez devenir un généraliste en cybersécurité puis tenter de conseiller, par exemple, à haut niveau, les dirigeants ou des fois on dit les C-level, là, les CEO, CTO, etc., pour les aider à établir leur stratégie en cybersécurité. À ce moment-là, vous êtes peut-être moins dans l'aspect technique, puis plus justement dans l'aspect, comme je parlais tout à l'heure, mécanisme, stratégie, façon de faire, sensibilisation, communication, etc. Mais vous pouvez aussi aller dans l'autre sens. Peut-être que vous allez dire, ben là, moi, j'aimerais ça aller dans la cybersécurité, mais spécifique à quelque chose comme l'info nuagique. Il y a plein d'organisations qui sont en train de faire leur migration vers AWS notamment et qui ont besoin de revoir, par exemple, leur architecture de sécurité réseau. Alors là, c'est hyper spécialisé. Peut-être que vous avez des compétences ou vous voulez développer des compétences en réseautique auxquelles vous allez adjoindre la cybersécurité, puisque les deux vont très souvent ensemble. En fait, la cybersécurité va avec presque tous les domaines TI. En fait, j'oserais même dire tout. J'essaie de voir s'il y a des exceptions, mais je pense que non. Quand on parle cybersécurité, on touche à tout. Vous pourriez être un spécialiste en cybersécurité pour le développement logiciel. Là aussi, il y a des aspects tant humains que développement qui sont fort intéressants. Alors, je m'excuse pour la réponse un peu vague, mais en réalité, c'est que ça dépend de vos intérêts et aussi de votre appétit pour l'aspect technique. Euh, Vous pourriez, encore une fois, être à haut niveau, conseiller plus au niveau stratégique ou encore aller plus en profondeur du côté technique, peut-être sur une facette particulière des TI en lien avec la cybersécurité. merci Vincent. Peut-être une dernière question pour conclure. À votre avis, c'est quoi l'avenir de la cybersécurité au Québec? Puis ce serait quoi les plus grands défis qui nous attendent dans ce domaine-là?
Oui, ben, c'est une bonne question. Ben, outre l'augmentation constante des cybermenaces, comme Genève disait tout à l'heure d'entrée de jeu, hein, par exemple avec les acteurs malveillants qu'on voit de plus en plus au niveau politique, là, qui essaient même, dans certains cas, peut-être d'affecter d'une certaine manière les élections, ou même en lien avec l'intelligence artificielle générative. Là, vous devez suivre ça, quelques-uns d'entre vous, là, ce qui se passe récemment. Si on regarde les autres facteurs qui sont plus spécifiques au Québec, comme par exemple la loi sur la protection des renseignements personnels, un peu à l'instar du règlement général sur la protection des données, le RGPD là, en Europe, le cadre législatif et réglementaire est en constante évolution. Puis les équipes de cybersécurité vont devoir mettre en place des contrôles, mais aussi des mécanismes de gouvernance sur la gestion des données sur les individus. Par exemple, on doit maintenant permettre aux individus de faire effacer les données qu'une organisation détient à leur sujet, à leur demande. Mais la question se pose, comment est-ce qu'on authentifie une telle demande? Comment on vérifie que c'est vraiment l'individu lui-même qui a fait de la demande sans pour autant recueillir plus encore d'informations personnelles? Il y a aussi le projet d'identité numérique du ministère de la Cybersécurité et du numérique que Genève parlait tout à l'heure. Le Service québécois d'identité numérique, peut-être que vous avez entendu l'acronyme SKIN, S-Q-I-N. Le service va apporter beaucoup de changements dans les organismes gouvernementaux et paragouvernementaux. Puis ça peut ouvrir la voie à d'autres effets. En fait, ça va certainement ouvrir la voie à d'autres effets en cybersécurité partout au Québec. Peut-être un autre aussi, un autre programme auquel je pense, qui vient du MCN, c'est le programme de consolidation des centres de traitement informatique. Des fois, on dit le PCCTI, qui vise à optimiser les infrastructures de traitement et de stockage dans les divers ministères et organismes gouvernementaux et paragouvernementaux. On parle ici d'une réduction, en fait, le désir de réduire le nombre de centres de données au niveau gouvernemental pour économiser, hein, de l'argent finalement. Puis là aussi, ben, c'est des migrations. On parle de changements importants dans les infrastructures, ce qui apporte des risques au niveau de la sécurité, ainsi que des opportunités d'amélioration. Donc, il y a beaucoup de demandes là, qui est à ce niveau-là. Puis une chose est certaine, c'est que les besoins en cybersécurité ne sont pas en train de diminuer, ils sont en croissance. Puis il n'y a aucun doute, là, à mon esprit, sur l'employabilité des spécialistes dans cette branche des TI. Et merci. Vincent, j'ai menti. Il y a une personne qui a une question, Nelson, qui a levé la main, donc je vais lui laisser poser sa question. Nelson, vous pouvez y aller avec votre question? Euh, oui, merci Vincent. J'avais une question. C'est vrai que tout à l'heure, j'étais un peu confus dans sa réponse quant à la trajectoire idéale pour entrer dans le domaine de la sécurité. J'avais l'impression, parce que moi, je suis développeur, je suis développeur d'applications à la base, et j'avais plus l'impression, et moi, justement, je voulais rentrer dans le domaine de la sécurité réseautique. Et dans sa réponse, c'est juste peut-être pour confirmer, j'avais l'impression qu'il disait plus c'est mieux de finir comme par être un cloud architecte peut-être avant de pouvoir shifter pour le réseau ou bien peut-être j'ai pas bien entendu. Parce que ce qu'il décrivait dans sa réponse, j'avais plus l'impression que c'était des caractéristiques d'un cloud architecte. Oui, ben, je peux répondre absolument. Bonjour Nelson, premièrement, et merci d'être Oui. d'être là aujourd'hui. Écoutez, la trajectoire que vous prenez pour développer vos compétences en cybersécurité, ce que j'essaie de dire tout à l'heure, c'est que ça dépend un peu de ce que vous voulez atteindre comme objectif. Si vous voulez devenir, encore une fois, quelqu'un qui est plus à haut niveau, un conseiller qui va aider les organisations à établir leur stratégie, ce n'est pas la même trajectoire à suivre que si vous voulez devenir un spécialiste en cybersécurité affecté à un domaine spécifique des TI, par exemple le développement logiciel. Si pour vous, c'est vos intérêts, le développement logiciel, et que vous voulez adjoindre à ça la cybersécurité, alors ce que je vous dirais, c'est que la trajectoire à suivre serait d'augmenter vos connaissances en cybersécurité, par exemple au travers d'un programme d'ASC avec le CDI, avec le collège CDI ici, et tout en parallèle, en faisant évoluer vos compétences en développement logiciel, notamment, je pense que c'est important aussi, en pensant à l'info nuagique. Il y a beaucoup de nouveaux outils, de nouveaux services, de nouvelles façons de faire en info nuagique, incluant le développement logiciel, qui sont très importantes de connaître et qui peuvent vous apporter aussi des arguments quand va venir le temps de discuter avec vos équipes sur comment refaire vos façons de faire pour inclure la sécurité. On peut penser notamment à l'approche DevSecOps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu de ça, mais cette approche-là, mais en fait, on vient ici ajouter la sécurité comme un élément qui fait partie, qui est une partie prenante là, du processus de développement, mais aussi d'opération logicielle. Donc, selon la spécialité que vous voulez prendre, le cheminement va être certainement différent.
pour le développement logiciel autant que pour être à un niveau de conseiller stratégique. Mais Voilà, merci. j'espère que ça vous aide, Nelson. Merci. Ouais, non, ça va, ça m'aide effectivement parce que c'était exactement ça. Moi, je veux m'orienter pour être spécialiste, pas juste consultant pour les entreprises. Et je pense que ouais, le cloud, ouais, ça va, je comprends mieux. Parfait, merci. Merci Vincent pour la présentation, pour les réponses également à toutes les questions qu'on a eues de la part de notre auditoire. Ça a été un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Puis, encore une fois, merci d'avoir participé. Avant de repasser la parole à Genève, j'ai une question qui vient de m'apparaître sur le clavardage qui porte sur l'intelligence artificielle. Et puis bon, la présentation d'aujourd'hui porte sur la cybersécurité. On avait une présentation en personne à notre campus de Montréal il y a 2 semaines qui portait spécifiquement sur l'intelligence artificielle parce que le Collège PI offre aussi un programme en intelligence artificielle en plus du programme de cybersécurité dont on parle aujourd'hui. Alors, c'est Iba qui posait la question. Iba, si vous voulez, je peux, une fois qu'on aura terminé aujourd'hui, plus tard dans la journée, je vous ferai parvenir la présentation, l'enregistrement de la présentation qu'on a fait au campus de Montréal il y a 2 semaines qui portait sur l'intelligence artificielle, si ça vous convient. Donc, j'enverrai le lien là, un petit peu plus tard aujourd'hui, si j'ai du temps, ou peut-être demain, mais je ne vous oublierai pas, là, je vais vous faire parvenir cet enregistrement-là et vous allez pouvoir voir la présentation qu'on a eue là, sur notre programme d'intelligence artificielle. Alors, Genève, je te repasse la parole pour la Oui, suite de notre bonjour, présentation. bonjour. Bonjour, merci Vincent Rioux pour la belle présentation sur la cybersécurité. Donc, je vais partager à nouveau mon écran. Juste me confirmer, François, si vous Oui, voyez mon écran. oui. Parfait. Excellent. Alors, bonjour tout le monde. Moi, mon nom, en fait, c'est Genève Bourassa. Je suis conseillère aux admissions au collège CDI. On est ici aussi pour parler du programme en cybersécurité que le collège CDI offre. Donc, c'est un AEC, comme je disais tout à l'heure, une attestation d'études collégiales. Donc, le programme spécialiste en cybersécurité a pour but de former des professionnels qualifiés, aptes à assumer au seuil d'entrée du marché du travail toutes les tâches inhérentes à la cybersécurité des réseaux informatiques d'une organisation. Donc, ce programme-là, en fait, il comprend 1425 heures de cours. Il est divisé en 5 sections. Donc, on parle ici d'un programme qui a un côté théorique et un côté également, on a des stages dans la formation. Donc, environ 18 mois à l'école, 12 semaines de stage en milieu de travail. On va voir à travers le programme les composants et ressources physiques, les systèmes d'exploitation, technologie d'interréseautage, sécurité réseau Internet, cybersécurité qui va comprendre cyberattaque, cyberdéfense, tests d'intrusion, audit interne et conformité, bien sûr. Alors, pourquoi choisir le Collège de CDI? Ben, comme je disais tout à l'heure, nous sommes le plus grand établissement d'établissement d'enseignement, pas de santé, évidemment, supérieur privé ici au Québec. On a des cours qui sont très pratiques, donc techniques. L'AEC, c'est l'équivalent d'une technique au cégep, mais sans les cours généraux. Donc, c'est tous les cours de la technique qui vont être mis bout à bout, qui va nous permettre de compléter notre AEC, notre attestation d'études collégiales plus rapidement. Donc, on va pouvoir en reparler plus tard avec des conseillers aux admissions. Pardon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait parler? On a aussi des enseignements qui sont chevronnés. Ce que ça veut dire, c'est on a des enseignements qui sont sur le marché, en fait, qui sont des spécialistes en cybersécurité qui vont pouvoir vous parler aussi de leur expérience sur le marché de l'emploi présentement, donc actuellement. On a des stages en milieu de travail, donc on va être là pour vous aider à vous trouver un stage, mais également on a des conseillers et des conseillères à l'emploi qui vont être là pour vous aider à vous trouver
un emploi par la suite. Donc, par exemple, on va être là pour vous supporter dans votre recherche en milieu de stage, mais aussi votre recherche en milieu de travail. Des classes à échelle humaine, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que le collège CDI, on a des classes d'environ une quinzaine à 25 étudiants, je vous dirais, tout dépendant des classes. Donc, c'est pas des grands auditoriums comme à l'université où vous pouvez avoir 60, 100 élèves dans la classe. Vous avez un professeur qui vous suit tout au long de l'année. Donc, vous êtes en constante communication avec le professeur. Le programme est évidemment complet et quand même condensé. Donc, voilà. Une équipe à votre service. Donc, on a des directeurs de campus. Pour chaque campus, je vous rappelle qu'on a 5 campus ici au Québec, Montréal, Longueuil, Laval, Pointe-Claire et Saint-Léonard. On a des conseillers aux admissions. Donc, tout à l'heure, on va avoir des conseillers aux admissions qui vont pouvoir répondre à vos questions de façon un peu plus individuelle, même prendre des rencontres plus personnalisées avec vous. Donc, une fois que je vais avoir terminé la présentation, ça va être possible d'aller aller parler en fait avec des conseillers aux admissions et leur poser toutes vos questions. On a des enseignants, service aux étudiants. Donc, service aux étudiants, comme je mentionnais tout à l'heure, on a des coordonnatrices de programmes qui sont là pour vous supporter tout au long de votre parcours. Service d'aide au placement, des conseillers, conseillères à l'emploi et qui sont là pour vous aider à vous trouver un stage et vous aider à vous trouver un emploi par la suite. Voilà. C'est le moment ou jamais de reprendre nos études. En fait, avec le collège CDI, on a la possibilité de ne pas nécessairement attendre à une session, disons, plus conventionnelle, septembre, janvier, parfois la session d'été. On offre des programmes d'études tout au long de l'année, tout dépendant de l'horaire qui est disponible. Donc, on va pouvoir encore en parler avec des conseillers aux admissions tout à l'heure. On a des cours qui peuvent s'offrir soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir, parfois le week-end. Donc, les conseillers aux admissions vont pouvoir en discuter avec vous là, par la suite de quand est-ce que vous pourriez reprendre vos études. Présentement, en fait, la reprise économique va bon train au Québec. Au deuxième trimestre de 2023, donc on dénombrait environ 202 100 postes vacants au Québec. Donc, il y a de l'emploi au Québec de disponible. Les pertes d'emploi découlant de la pandémie ont créé des nouvelles options de carrière. Donc, il y a des nouveaux métiers, dont la cybersécurité, qui font partie des postes, en fait, qui sont vacants et qui sont en demande. En octobre 2023, le Québec et la Saskatchewan avaient le plus bas taux de chômage au pays, avec des taux de chômage respectifs de 4,9 et 4,4. Donc, c'est excellent. Inscrivez-vous maintenant, évidemment. Pourquoi attendre? C'est maintenant, en fait, que les besoins sont présents au niveau de la cybersécurité. Comme on mentionnait, il y a un nouveau ministère de la cybersécurité qui a été créé en 2022. Donc, plusieurs postes, plusieurs mandats ont été déployés, même dernièrement avec la loi sur la protection des données privées pour les entreprises. Donc, le Québec a besoin de spécialistes en cybersécurité. On peut commencer les cours dès maintenant. Donc, encore là, il va falloir parler avec un conseiller aux admissions pour voir si vous avez les prérequis nécessaires. On va être là pour vous supporter dans votre démarche de retour aux études. Le programme de cybersécurité, dans le fond, on peut terminer notre formation en quelques mois et tout de suite par la suite, là, aller directement sur le marché de l'emploi.
Donc, la formation en cybersécurité, c'est un programme qui nous mène directement au marché de l'emploi. Vous allez avoir des stages, comme je mentionnais dans la formation, qui va vous permettre d'avoir non seulement la théorie à l'école, mais de l'expérience sur le marché, une fois que vous allez avoir complété votre formation. Donc, vous pouvez remplir directement le formulaire d'admission sur la page du Collège CDI, donc collègecdi.ca, très simple. On va également pouvoir parler avec des conseillers aux admissions tout à l'heure. On a plusieurs plateformes au niveau des médias sociaux. Donc, vous en avez quelques-uns que vous pouvez vous abonner. On a Instagram, Facebook, Twitter. Donc, si vous voulez rester à l'affût des dernières, en fait, des prochaines cohortes pour nos programmes d'études, vous pouvez vous connecter. Alors, maintenant, en fait, pour ceux et celles qui veulent avoir plus d'informations au niveau de la formation, donc l'AEC en cybersécurité, c'est maintenant le temps d'aller dans les salles avec nos conseillers aux admissions et de poser vos questions.